Gérard, vous avez la parole pour un gros quart d'heure. Un gros quart d'heure. Allez-y. Oui, alors, je veux dire une précision. Oui. Nous avons centré ça sur la crise politique en Arménie, plus Oui. que sur les enjeux géopolitiques. Oui, oui, Bien oui. entendu, on verra, Oui, oui. les acteurs. Oui, alors c'est nous bien aussi peut-être de les rappeler rapidement Oui. et puis voilà. Mais on a essayé vraiment de décrypter ce qui était chaud au moment où vous nous avez fait cette proposition d'intervenir, Très bien. qui était la crise. Tout à fait. Eh bien, Alors, écoutez, je vais couper mon micro et je vous laisse la parole. Allez-y. Oui, alors on a organisé ça autour de 4 sujets et sur chaque sujet, 4 remarques, puisque le temps est limité et du coup, peut-être qu'on aura des questions là-dessus. Le titre de notre intervention, c'est « L'accord sur des législatives en juin, une issue démocratique à la crise en Arménie ». Premier sujet, quels sont les abcès de fixation, les points de litige qui ont amené à l'ébullition et la crise dès le soir où on a appris le cessez-le-feu. Alors, premier point, les circonstances, la stupeur, et cette stupeur, il faut le dire, ce n'est pas uniquement une stupeur de la défaite, c'est une stupeur de l'impréparation à cette défaite, à la défaite en général, à ce niveau de défaite en particulier. Impréparation qui est sans doute le fait du gouvernement, mais qui est aussi le fait peut-être de plusieurs décennies de vie politique en Arménie qui supposait l'invincibilité de l'armée arménienne telle qu'elle avait été prouvée dans la première guerre du Karabakh. Alors, cette stupeur a engendré colère, refus de la défaite et entraîné dès le premier soir, donc le 10 novembre, des manifestants qui ont attaqué le Parlement et qui ont commis des violences finalement pas mortelles, mais quand même des violences assez graves, notamment contre le président du Parlement qui a été hospitalisé plusieurs jours à la suite de ces faits. Alors maintenant, concrètement, quels sont les points de fixation à cette époque-là, hein, vous verrez qu'on les distingue des points de tension actuels. À cette époque-là, les points de fixation, ils sont des points d'abord dans l'accord. Et dans l'accord, il y a deux choses qui ne passent pas du tout. La première, c'est la perte territoriale, et c'est une perte territoriale qu'on pourrait appeler produite par une sorte de double peine, c'est-à-dire que les Arméniens doivent à la fois restituer à l'Azerbaïdjan l'ensemble des districts ne relevant pas du Haut-Karabakh, les fameux 7 districts, et là, quelle que soit la position au moment de l'armistice, hein, même si les Arméniens continuaient à contrôler certains de ces districts, ils devaient les rendre. Et à l'inverse, c'est pour ça que je dis double peine, parmi les terres du Haut-Karabakh qui avaient été conquises par les Azéris, eh bien, ces terres-là n'étaient pas rendues. Donc, c'est cette inégalité de traitement qui a enflammé aussi la colère. Et le deuxième élément, c'est le point 9 de l'article, c'est-à-dire l'ouverture des routes et la nomination comme route principale à ouvrir de la route du Nakhichevan, donc Nakhichevan exclave, on dit maintenant azerbaïdjanaise, du côté de l'Arménie, entre l'Arménie et la Turquie, du Nakhichevan vers l'Azerbaïdjan, donc ça veut dire en fait de la Turquie vers l'Azerbaïdjan. Et ça, c'était de nature à susciter toute une série d'inquiétudes et peut-être à alimenter aussi la crainte d'une victoire du panturquisme. Panturquisme, c'est-à-dire cette idéologie qui était présente au moment du génocide et qui visait à faire disparaître les Arméniens pour créer une grande continuité turcophone depuis l'Anatolie jusqu'à éventuellement l'Asie centrale. Enfin, hors de l'accord, ou plutôt, pardon, immédiatement consécutive à l'accord, toute la question de la nouvelle démarcation de la frontière Azerbaïdjan-Arménie. Cette nouvelle démarcation, elle se fait au désavantage de l'Arménie pour des raisons qu'on peut comprendre, qui sont qu'il n'y avait pas de frontière
comment dire, consensuel et établi après la chute de l'URSS, puisqu'après la chute de l'URSS, l'Arménie et l'Azerbaïdjan étaient en guerre, que deuxièmement, l'Arménie avait contrôlé donc, ces nouveaux territoires dont elle ne demandait pas d'ailleurs historiquement le rattachement ou l'indépendance, mais elle les contrôlait et de fait, ça a conduit un certain nombre de municipalités arméniennes à s'étendre au-delà de ce qu'étaient les frontières arméno-azéries de l'époque soviétique. Donc là, les Azéris sont en position de force pour exiger que les frontières reviennent là où elles étaient à l'époque, où elles étaient de pures frontières administratives intrasoviétiques. Et ça, c'est une question qui est particulièrement sensible dans la région du Syunik, qui est la région sud-est. Enfin, le dernier élément, c'est le statut, c'est-à-dire lui, c'est l'absence de l'accord. Et sur ce statut, les inquiétudes sont alimentées par la diversité des déclarations des acteurs. L'Azerbaïdjan considérant que la question du statut est réglée dans le sens négatif, il n'y a plus de question. La Russie disant c'est une question, mais il serait préférable d'en parler beaucoup plus tard. Et les Occidentaux utilisant quelquefois le mot statut, mais plus souvent le besoin d'un règlement politique, qui est évidemment moins fort que l'exigence d'un statut. Deuxième sujet, les formes et l'évolution de la crise politique. Premier élément, le premier soir, il y a eu une crise insurrectionnelle, j'en ai dit un mot, je ne répète pas, et cette crise insurrectionnelle, elle aurait pu déboucher sur une remise en cause de l'accord lui-même, l'accord de cessez-le-feu. Ça n'a pas été le cas. Aucune force politique n'a refusé un cessez-le-feu, sans doute parce que le cessez-le-feu a été imposé par les Russes. Donc, déjà, le débouché immédiat ayant disparu, il y a eu une situation de crise, mais cette situation de crise était surtout une sorte des répétitions de manifestations, répétitions d'obstacles posés aux réunions du Parlement, et cet ensemble-là ne mobilisait pas une population en croissance. C'était toujours autour de 2500, 3000 personnes. Donc, avec cette impression assez rapidement de stagnation qui a été donnée. Mais stagnation au niveau de la rue n'a pas voulu dire, au début, stagnation au niveau des élites. Au contraire, les demandes de démission du Premier ministre pour trahison ont été rejointes, soutenues par beaucoup à la fois de partis politiques, mais également d'autorités diverses, soit d'autorités régionales, soit d'autorités religieuses, soit plus tard, on y reviendra à un moment, d'autorités militaires. L'apogée de cette période d'opposition, de contestation, de remise en cause du pouvoir, l'apogée des tensions liées à cette période a eu lieu début mars, donc il y a très peu de temps, avec une sorte d'enchaînement de dérapages plus ou moins contrôlés entre le Premier ministre, l'armée, le président de la République. Je n'entre pas dans le détail, mais en gros, il y a eu des divergences sur l'explication de la défaite militaire. Ensuite, il y a eu une confrontation entre le Premier ministre et le chef d'état-major de l'armée qui ne voulait pas renvoyer son adjoint. Le président de la République a soutenu en partie le chef de l'état-major, mais finalement n'a pas mis en place la procédure qui aurait peut-être permis que le chef d'état-major reste en place. Et au total, cette séquence-là s'est conclue par une victoire du Premier ministre, à partir du moment où lui après avoir eu des hésitations, des allers-retours sur la question de l'élection anticipée, s'est engagé fermement pour ces élections anticipées, y compris une date maintenant qui est celle du 20 juin, et les opposants, j'allais dire presque un par un, ont rejoint cette proposition. Ça veut dire qu'ils ont cessé de faire de la démission du Premier ministre une condition à l'élection législative. Voilà, ça c'est les deux premiers points. Gérard, je te passe la parole pour le troisième point. Je vais remettre le son.
Voilà, bonjour. Oui, alors le troisième point concerne justement la question du rapport de force entre les forces. Donc Nicole Pachinian, les oppositions. Je crois, attendez, excusez-moi, il faudrait que tu coupes ton son. Attends, excusez-moi, on est dans la même pièce et ça fait effet Larsen. Oui, mais alors il faut absolument couper parce que c'est très désagréable. Voilà. Non, c'est bon, maintenant ça devrait aller. Oui, oui, excusez-moi. Donc, la situation qui… alors évidemment, quand on a vu le point d'orgue avec l'accord obtenu sur les élections anticipées du 20 mai, qui permet donc de faire un peu le point sur le rapport des forces en présence. Incontestablement, le Premier ministre, Nicole Pachinian, est sorti très affaibli, bien sûr, de tous ces… de tous ces événements depuis la guerre. D'abord, il est quand même directement responsable de la défaite. Il était le chef de gouvernement. Et puis, sans doute, les nombreuses imprécisions, un certain… une certaine confusion même, dès lors qu'il abordait les questions militaires, d'ailleurs qui a continué, même après le combat, ont incontestablement atteint une part de sa crédibilité. Et c'est vrai que pendant un certain temps, l'opposition a pu quasiment se rassembler, hein, donc presque en totalité, pas tout à fait, puisqu'on avait atteint un front très large je crois que tu en as parlé tout à l'heure, bien sûr, de 17 partis, et puis donc l'appui, bien sûr, comme on l'a dit, des plus hautes autorités, qu'elles soient religieuses, politiques, mais aussi en partie culturelles, une partie de l'élite culturelle, bon, peut-être plutôt, on va dire, de l'ancienne génération, qui demandait sa démission. Alors, simplement, il a clairement réussi à tenir jusqu'à présent, alors, sans doute par une capacité, une force, une force de caractère qui lui est propre, hein, et qu'on connaît d'ailleurs depuis des années, hein, depuis déjà une dizaine d'années, puisqu'il a commencé sa carrière politique au moment de la campagne présidentielle de Levon Dar-Petrosyan de 2008, avec les événements qui se sont déroulés ensuite. Alors, bien sûr que c'est un facteur très important, mais il a aussi bénéficié de l'absence de crédibilité des opposants. D'abord, sans doute, parce qu'une grande partie des partis qui s'étaient rassemblés ont gouverné, étaient au pouvoir jusqu'à il y a 2 ans, et bien entendu, portaient une part de responsabilité dans les processus qui ont abouti à la guerre et à la défaite. Et elles pouvaient être soupçonnées, on peut le penser à juste raison, de saisir l'occasion pour prendre leur revanche après avoir été en quelque sorte chassées du pouvoir par les révolutions de velours de 2018. Évidemment, il est fort probable que la direction russe n'encourageait pas particulièrement ce mouvement, puisqu'elle considérait qu'en l'état actuel des choses, le Premier ministre qui avait signé l'accord garantissait mieux le respect des termes de l'accord. Et il faut aussi préciser que sans doute la nature du chef qui avait été désigné, du représentant qui avait été désigné, Vasquez Manoukian, enfin sa nature, je m'exprime mal, le rôle qu'il a joué, les discours qu'il a tenus, la ligne qu'il a imposée, très extrême, très radicale, bon, refusant tout compromis et extrêmement violente, n'a pas favorisé l'adhésion d'une partie de la population qui pourtant pouvait être non seulement désolée et désespérée, mais furieuse du cours des événements. Donc tout ça a contribué sans doute à permettre à Nicole Pachinian, Premier ministre, peu à peu d'équilibrer un peu la pression, en tenant compte aussi du fait qu'il a des éléments qu'il peut faire valoir à son avantage. Le bilan de son action qui est quand même jugé positif, bilan positif sur plusieurs points. Bien sûr, quand même, les efforts de lutte contre la corruption, la capacité d'organiser des élections qui, pour la première fois depuis bien longtemps, ont été quand même, de l'avis de tous, reconnues comme
libre et honnête, la mise en avant des principes démocratiques ont joué bien sûr un rôle important. Sa majorité a tenu, alors que dans les premiers temps, les premiers jours après la défaite, on avait constaté quelques défections dans le groupe parlementaire de Monpas. En fait, cette vague de défections n'a pas duré. Elle a été jugulée assez rapidement. En même temps, cette insistance, notamment face à l'opposition qui demandait son renvoi direct et la mise en place d'un gouvernement provisoire sans Nicole Pachinian et la majorité parlementaire, sa réponse au nom de la défense de l'état de droit, qu'il fallait respecter la Constitution, qu'il n'était pas question de forcer les choses, ont sans doute lui ont permis de faire valoir son action et donc de la justifier. Et puis, bien sûr, on l'a dit, c'est le revers de ce qu'on disait tout à l'heure, le consentement des Russes, apparemment, quand même, à travailler avec celui qui avait signé l'accord, et donc qui garantissait le mieux que ces termes en seraient respectés, en tout cas côté arménien. Voilà. Alors, donc, je vais terminer sur le dernier point que nous souhaitions aborder, qui sont vraiment maintenant, d'autant plus qu'il y a eu cet accord sur les élections anticipées du 20 juin, les choix qu'affronte l'Arménie et qui l'attendent. Alors, d'abord, puisqu'on parle du rapport de force politique, est-ce qu'on peut anticiper la façon dont se passeront les élections de juin? C'est difficile, bien sûr, de le dire. Bien sûr, actuellement, dans les sondages, les quelques sondages, avec toutes les réserves qu'on peut émettre sur leur fiabilité, Pachinian est quand même en position plutôt favorable, puisque les chiffres qui sont donnés par quelques sondages diraient qu'il bénéficierait encore d'un bon tiers des voix, enfin son groupe bénéficierait d'un bon tiers des voix. Tous les autres partis, qu'ils soient seuls ou en coalition, pour l'instant, ont beaucoup de mal à dépasser les quelques pourcents, 5-6%. Mais on sait ce que valent ces sondages, et puis surtout, tout va dépendre, bien sûr, de la manière dont les processus politiques vont se développer pendant 3 mois, et notamment dépendront de la capacité de l'opposition à créer des forces de coalition, à se présenter ensemble et présenter une force crédible d'opposition, ce qui pour l'instant n'est pas le cas. On a constaté d'ailleurs au cours du développement de la crise combien les forces d'opposition au fond n'avaient pas la même approche. Je crois que tu en as parlé tout à l'heure, je ne vais pas recommencer, mais plusieurs membres du groupe des 17 qui étaient partisans d'aller quand même aux élections anticipées, même si elles n'étaient pas d'accord, les autres qui ne voulaient pas, et comment ensuite, par exemple, le parti de Zarougian, Arménie prospère, est finalement passé des 17 du côté de l'autre côté, puisqu'elle a accepté le principe des élections anticipées, tout en les gardant, Nicole Pachinian, comme Premier ministre. Alors, bien sûr, l'hypothèse la plus probable pour l'instant, c'est que le camp de Pachinian pourrait garder quand même une majorité, peut-être pas une majorité absolue, mais une majorité de gouvernement au Parlement, même si, bien sûr, on ne sait pas très bien quelle sera sa marge de manœuvre à l'issue de ces élections. Alors d'abord parce que, bien sûr, la pression exercée par l'Azerbaïdjan pèse considérablement sur la situation actuelle. Elle va continuer de peser. Alors, on peut reprendre tous les problèmes qui sont issus de la fin des hostilités. Le problème crucial des prisonniers, comme vous le savez, qui évidemment est une question très douloureuse aujourd'hui et qui n'est toujours pas réglée et qui risque de continuer à peser sur l'Arménie et donc sur le gouvernement. Il vient de déposer une plainte auprès de la Cour européenne des droits de l'homme, évidemment à propos de ces prisonniers qui ne sont pas rendus. Officiellement, nous avons une liste, je crois, de 188 prisonniers. C'est évidemment ceux qui sont identifiés. Il y en a peut-être d'autres. Et vous savez que ce n'est pas simple. Bon, je ne vais pas le développer. Bien sûr, l'autre sujet de crise actuelle, c'est sur le patrimoine religieux, notamment culturel arménien, dans les territoires qui ont été conquis par les Azerbaïdjanais, les districts autour du Karabakh et bien sûr
les zones dans le Haut-Karabakh lui-même, avec des déclarations et des actes un peu tonitruants de Aliyev et du gouvernement pour se réapproprier, par exemple, les églises chrétiennes arméniennes, bon, au nom de la communauté albanaise du Caucase, qui aurait été le propriétaire initial, en quelque sorte, de ces églises. C'est une question qui reste très sensible dans cette région. Très sensible, d'ailleurs dans l'absolu, mais en particulier dans cette région. Et pour l'instant, il y a beaucoup de résistance de la part du gouvernement azerbaïdjanais à, par exemple, laisser venir une délégation de l'UNESCO, parce qu'elle souhaite bien sûr que cette délégation ne passe que par le territoire azerbaïdjanais. Ça concerne aussi les groupes d'humanitaires qui ont beaucoup de mal à être envoyés en ce moment au Karabakh, toujours à cause de l'obstruction faite par Bakou. La question des territoires pour l'instant occupés par les Azerbaïdjanais dans le Karabakh lui-même, dans la région du Karabakh, n'est toujours pas résolue. Les autorités arméniennes qualifient d'ailleurs aujourd'hui ces territoires internes au Karabakh sous contrôle azerbaïdjanais de territoires occupés. Et bien sûr, la présence de la Russie, on va en parler, je vais en dire 2 mots bien sûr, parce qu'elle est incontestable et très sensible, des tentations qui sont déjà présentes au Karabakh, mais qu'on a perçues dans le Sunnik, cette région qui est prise, enclavée entre l'Azerbaïdjan et l'exclave du Nakhitchevan, une tentation de se rapprocher davantage des Russes. Vous savez que, par exemple, la République du Haut-Karabakh a décidé d'adopter le russe maintenant comme co-langue officielle de la région. Alors bien sûr, tout ça, ça renvoie au rôle de la Russie, les incertitudes sur ses intentions. On a vu qu'elle a, quand même, pour la résolution de l'arrêt de conflit, elle a clairement mis de côté le groupe de Minsk pour traiter essentiellement avec la Turquie. Est-ce qu'elle va continuer dans ce sens, à chercher à résoudre, ou en tout cas à gérer le problème avec les puissances régionales, dont la Turquie? Est-ce qu'elle éprouvera le besoin de s'appuyer de nouveau sur le groupe de Minsk? La déclaration officielle de la Russie précise bien qu'en tout cas pour le statut, il faudra que ça se fasse dans le cadre du groupe de Minsk. Est-ce qu'elle souhaitera peut-être faire appel de nouveau à ce format-là pour rééquilibrer la situation, les rapports avec la Turquie? C'est très difficile pour l'instant évidemment d'anticiper. La méfiance des Occidentaux à la fois à l'égard de la Russie et de la Turquie, évidemment, peut intervenir, engager la Russie à rester plutôt prudente, à ne pas agir, ou au contraire, à faire des pas. Alors, dans un sens ou dans l'autre, c'est pour l'instant quand même compliqué à évaluer. Ensuite, pour le dernier point, on se rend quand même compte du paradoxe de la situation actuelle. Après ces 4 mois de tension, cette guerre perdue, on a un Premier ministre qui finalement a réussi à préserver l'essentiel. Finalement, l'état de droit a été quand même assuré, malgré toutes les craintes qu'on pourrait avoir. On s'oriente vers un processus démocratique, c'est plutôt d'ailleurs très positif. Le problème, c'est que même s'il peut se considérer actuellement en situation de force relative, est-ce qu'il va être en mesure de présenter un programme qui reflèterait ses propres convictions et sa vision pour le futur de l'Arménie, un avenir d'ouverture économique, notamment si les liens de communication sont dégagés avec l'Azerbaïdjan sur le plan régional, revitaliser la démocratie, poursuivre les réformes, notamment dans le domaine de la justice et de l'armée, puisqu'il a encore déclaré cette volonté aujourd'hui. Il reste quand même sous pression. Alors, une pression importante qui est quand même assez paradoxale, c'est l'homme qui a incarné un courant qui cherchait à desserrer le poids de la présence russe en Arménie, à aller vers ce qu'on pourrait qualifier une sorte de finlandisation de l'Arménie, c'est-à-dire un pays qui resterait aligné sur le plan de la politique internationale sur la Russie, mais qui développerait une économie plus libre
et un état de droit démocratique à l'intérieur. Ce paradoxe, c'est que c'est cet homme qui allait plutôt dans ce sens, d'un rééquilibrage des relations de l'Arménie avec l'Occident, en particulier l'Europe. Il doit assumer en fait une situation où en fait la Russie a accru sa présence, non seulement dans la région, en Azerbaïdjan, mais aussi en Arménie même, ce qui va être difficile, bien sûr, pour lui à gérer quand il va devoir présenter son programme. Va-t-il pouvoir aller jusqu'au bout de ces réformes? Évidemment, tout ça reste très difficile à évaluer, surtout en fonction, bien sûr, de la nature que prendra la campagne électorale et le discours que seront peut-être capables, alternatifs que seront peut-être capables ou non de présenter les groupes d'opposition. Voilà. Je crois qu'on va peut-être... on va vous laisser. Voilà. Merci. Peut-être laisser la place à des questions éventuelles, des interventions. Merci beaucoup à tous les deux pour ces informations tout à fait intéressantes et qui permettent effectivement de décrypter la situation et de comprendre un peu les jeux, enfin les jeux en présence, les enjeux en